98 03 42 ou le 77 562 83 87. Peut-être que tout commence ici. Pour arriver là. Bien sûr, pour nous, ça commence plutôt ici. Et ça finit là. Mais ça passe aussi par ici, non? Mais que ce soit ici ou là, derrière votre écran, dans les gradins ou sur le terrain, Orange est là pour supporter le football africain depuis plus de 20 ans. Être fan, ça commence avant même les premiers pas. C'est faire de chaque moment une célébration. Chez toi, tu es roi. Tes couleurs règnent, ton territoire, tes règles. Et parfois vivre des moments intenses. Peu importe tes couleurs, peu importe ton équipe, le bonheur se vit pareil, se partage pareil. Adoua, le foyer de tous les supporters africains. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de la RTS. Voici les titres de ce journal. La coopération entre le Sénégal et les Émirats Arabes Unis avance bien. La délégation émirati a été reçue par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, puis à la primature où 10 MAU dans plusieurs secteurs ont été signés. Pendant ce temps, l'Assemblée nationale continue son marathon des budgets. De la famille à l'urbanisme, les priorités se dévoilent et redessinent les choix sociaux du pays. Les montants alloués à ces deux départements à découvrir dans ce journal. Également dans l'actualité, la santé progresse encore d'un pas au Sénégal. Une angioplastie carotidienne est réalisée pour la première fois à Dakar. L'intervention ouvre la voie à un meilleur traitement des AVC et à moins de séquelles pour les patients. On en parle dans la rubrique santé ce soir. Et puis nous irons à Tambacounda où le Djaber change la vie à Dar Salam. Ce tarot discret, vous allez le voir, devient le moteur économique des femmes du village. Et le Palais de la République a reçu ce mercredi une délégation des Émirats Arabes Unis avec le chef de l'État. Les discussions portaient sur de nouvelles pistes de coopération dans la dynamique de la vision SN 2050. Plusieurs accords ont été paraphés, signe d'un partenariat qui avance bien. On écoute à ce propos Dr Chani Al-Zouidi, le ministre en charge du commerce extérieur. Je me réjouis d'être présent aujourd'hui dans ce beau pays, le Sénégal. La relation entre les Émirats Arabes Unis et le Sénégal sont au plus haut niveau. Cette visite est une visite très fructueuse. Nous avons discuté des voies de coopération entre nos deux pays respectifs. Et nous avons conclu plusieurs accords qui ont concerné plusieurs domaines. Certainement, si ces accords vont avoir des résultats très positifs pour renforcer les relations entre les deux pays, et nous sommes très optimistes de l'avenir. Cette vision de Sénégal nous offre plusieurs pistes de coopération et nous pensons que cette coopération pourrait renforcer notre présence au Sénégal. Nous pensons qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir dans cette vision de Sénégal. Nous avons également aux Émirats comme au Sénégal des expériences que nous pouvons échanger en travaillant sur ces éléments de formation des personnels, sur l'amélioration des infrastructures au Sénégal.
La coopération avec les Émirats arabes unis s'est poursuivie à la primature. 10 accords ont été signés dans des secteurs clés comme l'énergie, le numérique ou l'habitat social. Une nouvelle étape qui confirme la volonté des deux pays d'avancer ensemble. Aram Daoun nous en dresse le bilan. Dans la forte délégation conduite par le ministre émirati du Commerce extérieur, des investisseurs et plusieurs structures clés, l'autorité de l'agriculture et de la sécurité alimentaire d'Abu Dhabi, des groupes d'investissement, l'Agence nationale du pétrole, une vingtaine de représentants qui ont trouvé à la primature du Sénégal un gouvernement mobilisé sous la coordination du ministre des Finances et du Budget. Commencer par dire que cette visite aussi entre en droite ligne avec les missions qui ont été organisées au niveau des Émirats arabes unis, plus particulièrement à Abu Dhabi, par son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, suivi de la visite ou les deux dernières visites du Premier ministre. Et ces visites entraient dans le cadre véritablement du renforcement des relations de coopération avec les Émirats arabes unis. Je voudrais aussi rappeler, dans le contexte actuel, que ces visites ont pour objectif de renforcer les investissements directs étrangers et d'accélérer la mise en œuvre des projets prioritaires et stratégiques du Sénégal, notamment dans le cadre de l'agenda national de transformation. De son côté, le ministre émirati du Commerce s'est félicité de la tendance haussière du niveau des échanges entre les deux pays. Highlighting the bilateral trade or non-oil trade between both nations. Nous avions convenu dans les visites précédentes des autorités d'investir dans les secteurs clés comme le commerce, le pétrole et le gaz. Le niveau des échanges entre nos deux pays a considérablement augmenté. En 2019, nous étions à 632 millions de dollars. En 2024, nous avons atteint 1 milliard de dollars. Cela signifie que le potentiel est là et que le Sénégal peut davantage exporter vers toute la zone des Émirats. Le décor ainsi planté, le ministre Dr Thani bin Ahmed El Zayoudi de poursuivre les échanges avec le Premier ministre. Cette visite de travail explore en priorité les secteurs des énergies, mines, pétrole et gaz, télécommunications, numérique, agriculture, santé, finances. Des sessions sur ces thématiques se sont déroulées en parallèle, sanctionnées par la signature de 10 mémorandums d'entente. En présence du Premier ministre, les accords ont été conclus pour accompagner plusieurs initiatives de l'État, le réseau gazier du Sénégal, un accord sur le développement d'une centrale photovoltaïque, également sur le développement d'une mine de fer, le comptoir de commercialisation de l'or, le développement des phosphates, l'usine de fabrication de médicaments génériques ne sont pas en reste, de même que les infrastructures hospitalières. Le programme national de développement des agropoles, le programme de développement des logements sociaux, les infrastructures numériques vont aussi bénéficier de l'accompagnement des Émirats arabes unis. 10 MOU qui trouvent leur source dans les visites officielles effectuées aux Émirats arabes unis par le président de la République et le Premier ministre Ousmane Sonko. Nous restons à la primature où le Premier ministre a aussi reçu en audience une grande délégation de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA et ses membres des 8 pays de l'Union qui ont tenu à Dakar la 27e session. Ils ont rendu compte au Premier ministre de leurs travaux sur le thème « Le Sénégal à l'horizon 2030, quel rôle pour le secteur privé communautaire ?» Nous écoutons à ce propos Madame Elena Nossolni Mbalo au micro de Aram Daoun. Déjà, nous avons eu des échanges extrêmement constructifs. Nous avons pu déjà, en premier lieu, remercier
exprimer notre gratitude au Premier ministre pour nous avoir reçus et pour avoir toujours un regard et un soutien envers le secteur privé et le processus d'intégration dans sa généralité. En même temps, on a pu exprimer nos préoccupations en tant que secteur privé et en même temps le faire part de nos priorités. Notre mandature 2024 à 2027 que j'ai l'honneur de diriger, nous avons défini des priorités et nous avons voulu profiter de cette opportunité que je dirais stratégique pour lui faire part de nos priorités et pour demander son soutien, ses conseils avisés et voilà, pour réaffirmer notre volonté de travailler à côté de Monsieur le Premier ministre et appuyer le gouvernement du Sénégal. Nous avons eu l'opportunité hier d'échanger sur la vision du Sénégal 2030 sur le secteur privé. C'était un moment que nous avons pu donc voir que le secteur privé est au cœur des politiques de développement et c'est en ayant une alliance, une forte collaboration entre l'État et le secteur privé que nous pouvons bâtir des économies, une croissance forte, inclusive et durable. Donc pour vous dire que je sors de cette audience très rassurée par les propos de Monsieur le Premier ministre que nous a vraiment fait part de tout son intérêt, de ses préoccupations et de sa vision éclairée, de son leadership. Et ça nous rassure qu'on est dans la même voie et qu'on pourra compter sur son soutien pour mener à bien notre mission. Et sachez qu'après ce journal, nous reviendrons à travers une page spéciale sur le 4e sommet MSJBC ouvert hier à Dakar sous la présidence du chef de l'État en conclave des pays de la sous-région autour d'un sujet d'actualité, énergie, pétrole et mines en Afrique, synergie pour un développement économique et inclusif. Je vous le disais dans les titres, l'Assemblée nationale a validé le budget du ministère de la Famille. Maïmouna Diaye en a profité pour détailler les priorités de son département avec un axe fort, placer la famille au centre pour une société plus équilibrée. Claire Diop. Pour l'exercice 2026, le budget du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités est à plus de 134 milliards en autorisation d'engagement et à plus de 122 milliards en crédit de paiement. Sa gestion sera axée sur 3 programmes majeurs: pilotage et gestion administrative, genre et autonomisation économique des femmes, protection sociale des groupes vulnérables. Face à Maïmouna Diaye, 64 intervenants. Au cœur des préoccupations, la situation des enfants talibés, les personnes à mobilité réduite, l'accès à la terre pour les femmes, les bourses de sécurité familiale, l'indemnisation des victimes des événements politiques de 2021 à 2024, entre autres questions. Face aux députés du peuple, Maïmouna Diaye a apporté des réponses rassurantes. L'équité sociale est au cœur de ses priorités. La protection de l'enfance et des femmes, un impératif. Sur le terrain, le travail a démarré. Du matériel d'allègement des travaux des femmes disponibles dans certaines localités. De nouveaux CEDAF et maisons de la femme livrées ou en construction. Est annoncé également la reprise des financements, l'élargissement du registre national unique, la cartographie nationale des DARA. Dans ce contexte difficile, l'ambition est de redéfinir la politique familiale pour une société épanouie et juste. Présent à l'hémicycle, le ministre des Finances, Cheikh Diba, a rappelé que le programme de couverture maladie universelle est maintenu, aussi celui des bourses de sécurité familiale. Il est respectivement prévu 32 et 35 milliards de francs CFA pour leur mise en œuvre. Le plaidoyer est fait pour une augmentation considérable des ressources allouées pour une meilleure prise en charge des préoccupations des populations.
Le budget de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires a lui changé de dimension. Près de 31 milliards de francs CFA sont réaffectés à d'autres ministères. Une redistribution qui s'explique par le déplacement de plusieurs services. Après un débat animé, les députés ont donné leur feu vert au nouveau financement Bacharba. De 282 milliards de francs CFA en 2025, le budget du ministère de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires passe à 250 milliards. Explication, le ministère n'a plus en charge le cadre de vie, l'hygiène publique et l'agence de construction des bâtiments et édifices publics. Dans ce département, tout est urgence. Les litiges fonciers, la spoliation foncière, la lenteur sur la délivrance des permis de construction, celle notée sur le lotissement et les effondrements de bâtiments. Autre préoccupation, les pôles territoires, les incohérences territoriales et les ressources allouées aux collectivités territoriales. La situation des travailleurs dans ces collectivités et le déséquilibre appelé macrocéphalie territoriale inquiètent aussi. Ces parlementaires souhaitent voir des structures telles que la SICAP et la SNHLM retrouver leurs moyens d'action. Dans son intervention, le secrétaire d'État au logement a parlé du programme national d'accès au logement et de rénovation urbaine. Pour le ministre, l'État travaille à combler le gap sur les logements et les privés ont un rôle à jouer. L'agenda Sénégal 2050 commence par le territoire et 2026 marque un tournant pour les 8 pôles territoires, dira Bala Moussa Fofana. La numérisation de 20 millions de pièces d'état civil a aussi été annoncée. Le ministre précise que l'acte 4 de la décentralisation compte 15 points techniques de réforme et le programme national d'aménagement et de modernisation des villes religieuses travaillera à trouver les ressources nécessaires pour mener à bien sa mission. Les députés ont adopté le budget avant de lever la séance. Et l'entretien doit être cordial entre l'administration, le ministère des Infrastructures et le secteur du BTP. C'est le souhait du président du syndicat des professionnels des entrepreneurs du BTP, Oumar Dir, qui est l'invité du magazine Le Point ce soir avec Ousmane Garifa. On l'écoute. Nous avons un secteur du BTP qui dépend fortement de la commande publique. Nous ne sommes pas des attentistes de la commande publique, mais nous n'avons pas d'autre choix que de travailler sur les programmes de l'État. C'est l'État qui définit sa politique économique, c'est l'État qui définit les priorités. Il faut ici un stade, là une route, là un pont, là une piste. Ce n'est pas le secteur privé qui le définit. Maintenant, nous pouvons intervenir aux côtés de l'État avec 2 mécanismes. Le premier, c'est celui des PPP, qui est aujourd'hui le dernier mécanisme le plus innovant, le plus abouti. C'est-à-dire que nous, entreprises qui avons été à une certaine taille, nous pouvons aller chercher des financements et venir dire à l'État, nous avons le projet, nous pouvons vous accompagner pour réaliser telle infrastructure. Et l'autre, c'est de faire ce qu'on appelle répondre aux appels d'offres, les marchés publics. Dans ce cadre-là, il faut que vous sachiez que la commande publique sénégalaise est évaluée à peu près à 3 000 milliards de francs CFA. Et 70% de ces 3 000 milliards, ce sont les travaux de l'infrastructure qui sont pris en compte, en charge par le secteur du BTP. Je ne sais pas si vous comprenez l'importance de ça. Donc, nous sommes forcément un acteur indispensable qui ne peut pas être à côté de l'État et l'accompagner dans ces investissements. Et aujourd'hui, nous voulons continuer à être cet acteur-là. Nous pouvons apporter beaucoup à l'État du Sénégal. Et je pense que de ce point de vue, il est préférable que, comme on le disait tout à l'heure, il y ait une entente cordiale entre l'administration sénégalaise, le ministère des Infrastructures et le secteur du BTP sénégalais. Le point sur le BTP et les chantiers publics à suivre ce soir. La coopération maritime avec le Sénégal et le Royaume des Pays-Bas franchit une étape importante. Les 2 parties ont entamé des discussions stratégiques pour booster des projets clés de la vision 2050. Une rencontre technique qui ouvre la voie à un partenariat plus solide d'Ousmane Doye. C'est une étape décisive pour l'avenir maritime du Sénégal. Ministère des Pêches et de l'économie maritime, avec son bras technique, l'Agence nationale des affaires maritimes, en rencontre stratégique avec Invest International. La signature que nous célébrons aujourd'hui témoigne de l'engagement résolu de l'État du Sénégal, de l'ANAM et de nos partenaires internationaux à collaborer dans un esprit de transparence et de responsabilité partagée. Cette démarche ouvre initialement la voie à une étude de préfaisabilité.
laquelle permettra de définir précisément les aspects techniques, financiers et institutionnels de ce projet stratégique. L'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas, à ses côtés, le directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes ont tous rappelé la portée d'un tel partenariat. Et à la demande de Madame la ministre de la Pêche et de l'économie maritime, nous sommes prêts à poursuivre notre appui avec un nouveau projet pour cette belle région. En effet, la navigabilité des personnes, le transport de marchandises, la construction de quais de pêche est une des priorités portées par la ministre et l'Agence des affaires maritimes. Nous avons des collègues d'Invest International qui sont là aujourd'hui pour confirmer cet intérêt et pour signer le plan de formulation du projet. De son côté, le ministère des Affaires maritimes et des Pêches aura souligné l'importance d'un partenariat gagnant-gagnant pour bâtir une économie maritime plus compétitive, résiliente et tournée vers l'innovation. Il s'agit du projet intégré de dragage du canal de navigation du fleuve Casamance, de désenclavement et de construction de ports de pêche modernes et d'un centre de formation au métier de la mer dans la région naturelle de la Casamance, dont la fiche de projet est jointe. À travers ce projet intégré, nous affirmons notre volonté de bâtir une région naturelle de la Casamance pleinement connectée, prospère et résiliente, contribuant à l'essor du Sénégal et à la réalisation de notre vision d'un développement inclusif et durable, conformément aux objectifs du plan Diomaye pour la Casamance. À terme, le dialogue aura ouvert une voie à un portefeuille renforcé d'investissement, mais aussi à de nouveaux leviers de coopération. La trajectoire est entamée et prise, et elle pourrait à terme faire du Sénégal une plateforme maritime de référence en Afrique de l'Ouest. Et la lutte contre la dégradation des terres prend une nouvelle ampleur. Notre pays a lancé Suragua. C'est un programme de 222 millions de dollars pour soutenir la Grande Muraille Verte et renforcer la résilience des populations face au climat. Ibrahima Pabidji a assisté à la cérémonie de lancement. Ce lancement du programme Suragua de la Grande Muraille Verte sonne comme une réponse au phénomène climatique qui malmène les pays du Sahel. Chaque année, ces pays, dont le Sénégal, subissent des conséquences dévastatrices des événements extrêmes. Ces impacts sont palpables au Sahel, plus particulièrement au Sénégal. Suragua est un programme transformateur à grande échelle avec un investissement majeur de 222 millions de dollars, comprenant une subvention de 150 millions du Fonds vert pour le climat et 72 millions de cofinancement des gouvernements partenaires des 8 pays sur les tracés de la Grande Muraille Verte. Le projet Suragua s'appuie également sur les acquis importants obtenus ces dernières années dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte au Sénégal. Avec ses différentes composantes, ce programme devrait aider à améliorer considérablement les conditions socio-économiques des populations tout en préservant l'environnement. La terre, c'est un facteur de production. Donc lorsque la terre est dégradée, elle ne peut pas nous donner les services écosystémiques qu'il faut. Et c'est pourquoi la restauration s'avère être un levier extrêmement important. Et d'ailleurs, c'est une des composantes de ce projet. La deuxième composante, c'est les chaînes de valeur. Aujourd'hui, comment faire de telle sorte que les produits puissent être valorisés. L'ensemble des acteurs fondent un grand espoir sur ce programme, Suragua. À Dar Salam, nous sommes dans la commune de Neteboulou. Le taro arrive à changer la donne, communément appelé diabéré. Ce tubercule modeste mais sacrément utile est devenu un vrai moteur pour les femmes du village. Récolte, transformation, stockage, cette petite filière qui pousse vite réorganise doucement la vie locale. Mamadou Sakiné nous y emmène. Elle est à la tâche comme tous les matins. À l'aide de moyens rudimentaires, cette productrice extrait le taro des terres de Dar Salam dans la commune de Neteboulou. Comme elle, de nombreuses femmes de cette partie du département de Tambacounda vivent de cette culture qui est devenue, au fil du temps, leur principal moyen de subsistance.
Grâce à la culture du tarot, nous arrivons à couvrir les fournitures scolaires des enfants, leurs soins de santé ainsi que les autres besoins essentiels du foyer. J'ai mis en valeur près d'un demi-hectare avec des moyens limités et j'attends un rendement estimé à environ 250 000 francs CFA. Ici, le diabré est partout, au bord des routes, devant les maisons, dans les concessions. 30 camions. Depuis le lancement des récoltes, près de 30 camions d'une capacité de 100 sacs chacun ont quitté Dar es Salaam. Le sac de 50 kg est vendu entre 5 000 et 6 000 francs CFA sur place avant d'être acheminé jusqu'à Dakar où il se négocie à 11 500 francs CFA. Le tarot se consomme désormais sous plusieurs formes grâce aux initiatives de transformation portées par les femmes. Le tubercule est mélangé au citron séché, puis passé à la machine pour produire du couscous, du fondé ou encore du chakri. Les transformatrices demandent aujourd'hui un appui en matériel pour améliorer leur production. Mais les pertes post-récolte restent importantes. Les producteurs réclament des magasins de stockage. Le travail autour du diabré est assuré en grande majorité par les femmes. Elles font face à de sérieuses difficultés de conservation, les obligeant parfois à vendre à perte. Des chambres froides figurent parmi leurs besoins les plus urgents. Village de cultivateurs, Dar es Salaam mise sur l'avenir du diabré dont la popularité ne cesse de grandir. Une filière porteuse qui pourrait, avec plus d'appui, transformer durablement l'économie locale. Et la quinzaine de l'économie sociale et solidaire s'est clôturée, mais elle laisse des outils bien utiles derrière elle. Matériel, équipement, accompagnement, plusieurs coopératives sont reparties mieux outillées pour produire et se structurer. Salut Sec. Des lots de matériel destinés à des coopératives productives solidaires du département de Gossas. Un appui qui vise à renforcer l'accompagnement des bénéficiaires en matière de formation et de structuration. En une semaine, nous avons accompagné la structuration de 7 coopératives productives solidaires, dont 5 constituées à la suite de formations reçues du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique, et 2 autres après une formation en transformation de produits locaux que nous avons effectuée les 2 jours précédents. Ces initiatives sont mises en œuvre grâce à une collaboration avec le ministère en charge de la formation professionnelle. C'est ainsi qu'à travers la direction de l'apprentissage, le ministère a formé dans les communes du département de Gossas 228 femmes en saponification, javélisation et produits cosmétiques qui recevront aujourd'hui leurs attestations de formation, 150 apprentis et 50 maîtres d'apprentissage dans les métiers de l'artisanat. En 2026, il est prévu la formation de 300 femmes, de 150 apprentis et de 50 maîtres d'apprentissage. Cette cérémonie est mise à profit pour clôturer la quinzaine de l'économie sociale et solidaire, une occasion pour tirer le bilan de cette démarche. Durant ces 15 jours, le Sénégal tout entier a démontré avec constance et détermination que l'économie fondée sur la solidarité, la justice sociale et la participation communautaire constitue un pilier stratégique de notre développement national. Ainsi, plusieurs actions sont menées pour valoriser les initiatives locales, mais aussi renforcer les compétences de centaines d'acteurs. C'est l'aboutissement d'un long parcours. Après plusieurs années d'études, la 8e promotion de médecine de l'UFR Santé de l'Université Assane Seck de Ziguinchor reçoit officiellement ses diplômes. Ces jeunes médecins s'engagent à servir avec humanisme, compassion et sens de l'accueil. Mariama Bangoura a suivi la cérémonie de graduation. Après 7 ans de dur labeur, 50 nouveaux médecins viennent de recevoir leur diplôme à l'UFR Santé. Il constitue la 8e promotion de médecine de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Cette cérémonie, qui a vu la participation de toute la communauté universitaire, ouvre une nouvelle page pour ces jeunes médecins. 7 ans de chemin à Ziguinchor, c'était pas facile. On a su côtoyer tout ce qui est espace hospitalier. Je pense qu'on est prêt et Inch'Allah, notre rêve sera d'aider la population, que ce soit de Ziguinchor ou au Sénégal ou partout dans le monde. Le professeur Amadou Kambeldien est le parrain de cette promotion. Ces jeunes pleins de talent
d'engagement et d'ambition que j'ai vu. Le seul conseil que je leur donnerai, c'est de laisser éclore le talent, parce qu'ils en ont, ils ont des capacités, ils ont le potentiel, ils peuvent faire des choses extraordinaires pour le Sénégal et pour l'Afrique. Et nous allons les y aider, faire les premiers volontaires africains de la santé. Humanisme, hospitalité, compassion, c'est le slogan de cette promotion. Une voie dans laquelle les sortants se sont déjà engagés. Leur slogan déjà témoignait tout, ça résumait tout. C'était l'humanisme, l'hospitalité. Nous savons tous l'essence de ces mots à l'hôpital ou bien dans les structures de santé. Il faut être, l'humanisme doit être au cœur des activités au niveau de l'hôpital. Et l'hospitalité, l'accueil, la bienveillance, je pense que c'est important, la bienveillance, la compassion et l'accueil. Ça vraiment, je pense que c'est indispensable et ils l'ont déjà compris. Leur diplôme en poche, ces nouveaux médecins sont prêts à intégrer les structures et se mettre au service de la communauté. Et dans la rubrique santé de ce mercredi, focus sur l'angioplastie carotidienne. Elle est réalisée pour la première fois au Sénégal. Cette technique pratiquée à l'hôpital principal de Dakar offre une nouvelle option pour réduire les séquelles liées à l'AVC. Ramatadem. Voilà, donc en tout cas, c'est un pattern plutôt favorable. Donc on va partir de là. Voilà, donc là, comme la dernière fois, on va se mettre des repères osseux pour pouvoir voir au niveau des repères osseux les limites justement de là où on veut mettre le stent. Un dispositif organisé pour une intervention qui va révolutionner la prise en charge de l'AVC au Sénégal. L'angioplastie carotidienne, une méthode utilisée pour déboucher la carotide. Donc le but de ce traitement-là, c'est de traiter, de réouvrir le vaisseau, donc de bloquer la plaque, donc ce qui va éviter la survenue d'un AVC. Une procédure mini-invasive qui va permettre d'élargir le vaisseau et restaurer le flux sanguin vers le cerveau. C'est une technique qui se fait sans anesthésie générale, pas besoin d'une anesthésie. Donc on passe par les vaisseaux et on va déposer ce qu'on appelle un stent qui va permettre de rouvrir le vaisseau et de régler le problème de la sténose. Les résultats et avantages sont impressionnants. Une véritable révolution dans la prise en charge des AVC. L'enjeu est de taille puisqu'elle va permettre de mieux prendre en charge les patients ayant subi un AVC et peut même aider à prévenir. Malheureusement, ce traitement n'est efficace que dans les 4 premières heures après le début des symptômes. Et ce traitement également n'est pas très efficace sur les gros AVC. La thrombectomie, c'est une technique de radiologie interventionnelle. On passe dans les vaisseaux, on va monter un petit tuyau jusqu'au niveau des artères du cerveau et on va aller retirer le caillot qui est responsable de l'AVC. Ce traitement est très efficace, surtout sur les gros AVC, donc les occlusions des gros vaisseaux. Et aujourd'hui, vraiment, c'est le traitement de référence pour les AVC ischémiques. Cette technique qui existe depuis 10 ans maintenant est pratiquée pour la première fois au Sénégal à l'hôpital principal de Dakar. Mais les coûts restent tout de même élevés. Un angioplastie carotidienne à l'étranger, avec les billets d'avion, les coûts et les dispositifs qui sont utilisés, vous pouvez aller de 6 millions à 10 millions de francs CFA, donc à l'étranger. Ici aujourd'hui, on est sur un coût moyen d'environ 1 million 300, donc en le réalisant ici. Et effectivement, on a tenu à ce que le coût soit vraiment le plus accessible possible pour nos populations. Mais malheureusement, les dispositifs, l'hôpital les achète et on les achète relativement cher. Parce que le stent qu'on met coûte à peu près 600 000 francs, 600 800 000. L'angioplastie carotidienne reste tout de même la meilleure solution face aux dégâts causés par le cholestérol dans nos artères. Une bonne hygiène de vie reste également une excellente option. Dans un tout autre domaine, l'aviation s'est invitée en fête aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale. Le Sénégal a lancé son tout premier tour aérien, une expérience qui a permis au public petits et grands de découvrir l'univers du ciel autrement. Panda Bouya Diop nous raconte cette journée. La Journée internationale de l'aviation a pris cette année une dimension résolument innovante
Pour cette édition, l'aviation sénégalaise a accueilli la toute première édition du Tour aérien du Sénégal, un moment historique marqué par la présence de nombreux acteurs du secteur. Nous célébrons chaque année, je crois depuis 2 dernières années, la Journée internationale de l'aviation civile instituée par l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI, afin de rappeler le rôle fondamental de l'aviation dans le rapprochement des peuples, le développement socio-économique et l'intégration des nations. Cette célébration coïncide en effet avec la clôture de la première édition du Tour aérien du Sénégal. Une initiative remarquable qui aura permis de sensibiliser les populations sur le rôle stratégique de l'aviation et surtout susciter des vocations au niveau de la jeunesse sénégalaise. La nouveauté s'est aussi illustrée à travers la participation d'enfants qui ont vécu leur tout premier baptême de l'air, une bouffée de fraîcheur porteuse d'espoir pour le futur de l'aéronautique sénégalaise. Ils ont survolé fleuves, plaines, forêts, vallées, savanes et zones côtières, révélant à nos jeunes les merveilles de leur propre terroir. De Saint-Louis à Matam, de Bakel à Sédhiou, de Tamba à Cap Skirring, chaque région a été mise en lumière par ce formidable voyage aérien. Aujourd'hui, quand on parle de démocratiser l'avion, tout le monde y croit, tout le monde peut le sentir, parce que des enfants vont découvrir des vocations, vont aimer des machines qu'ils ne pensaient jamais pouvoir approcher, vont voir du haut du ciel leur village, leur concession, leur maison. Vous ne pouvez savoir ce que cela réveille comme plaisir et comme fierté et comme volonté de vivre, de grandir et de prospérer dans notre pays. Les décollages se sont enchaînés, les tours aériens se sont succédés, offrant aux plus jeunes l'occasion de s'élever dans les airs et de s'imprégner de temps d'envol de la magie de cet univers. Autre événement, l'édition 2025 du Festival international de court-métrage de Dakar, Court, qui a démarré ce mardi jusqu'au 13 décembre. Elle célèbre et met en lumière le cinéma sénégalais africain tout en sensibilisant les jeunes à la création cinématographique. Ramatoulaye Ndiaye. Quand la scène de danse se confond aux écrans de cinéma, ça ne peut donner que ceci. Nous sommes à la 8e édition du Festival international du court-métrage appelé Dakar Court. Le festival vise à éduquer les jeunes à la création cinématographique, mais aussi à soutenir les productions et la structuration du paysage du court-métrage au Sénégal. De tous ces films, La Noire est le plus intéressant, car c'est à partir de ce film qu'on l'a reconnu en tant que cinéaste international. Il a eu beaucoup de distinctions. Je ressens un immense bonheur à travers ce film. J'ai comme l'impression que mon papa Ousmane Sembène est toujours parmi nous. Dakar Court se confirme comme un rendez-vous pour l'avenir et la professionnalisation du 7e art. Vous avez toujours soutenu ce festival. C'est des jeunes, c'est des ciné-clubs, c'est des artisans, c'est des parents, c'est des voisins qui croient en moi et qui croient à mes activités cinématographiques et qui croient à la jeunesse africaine et des initiatives que nous organisons pour que notre cinéma puisse aller de l'avant. Le festival a pour objectif de valoriser l'univers cinématographique de l'Afrique en général et du Sénégal en particulier, un véritable satisfecit. Depuis 8 ans, l'ambassade de France et l'Institut français de Dakar accompagnent ce festival avec constance et conviction. Nous croyons profondément en sa mission, révéler des talents, structurer un écosystème et faire de Dakar l'un des lieux où s'invente l'avenir du cinéma sur le continent. Participer à cette édition, à cette 8e édition de Dakar Court, qui constitue pour moi la première fois à laquelle j'y participe. Et j'y participe et je trouve avec satisfaction le travail remarquable qui est fait par M. Molikane. Dakar Court, édition 2025, propose une sélection internationale de films, des ateliers et espaces de rencontre pour les acteurs du 7e art, ouverts au public et aux professionnels. Le festival se poursuit jusqu'au 13 décembre.
Dans les sports, on démarre avec du basketball. L'AS Ville de Dakar, représentant du Sénégal à la Coupe d'Afrique des clubs champions au YBLA, a obtenu sa 3e victoire durant la dernière victime des championnes. Cet après-midi, chez le club malawite des Bravehearts, score final 88-45. Un carton plein donc pour les Sénégalaises qui sont qualifiées en quart de finale en tant que leader du groupe C. Le football régional prépare sa nouvelle saison. À Dakar, la Ligue a tiré au sort les poules pour les catégories cadets, juniors et seniors. Un moment qui a aussi permis de dévoiler les priorités sportives de l'année à venir. Sorna Antandiaï. Pour un championnat plus attractif et régulier, la Ligue de Dakar de football apporte des innovations majeures dans l'organisation du championnat régional. La capitale est désormais scindée en 3 zones pour plus d'efficacité. Dakar 1 regroupant les clubs du département, Dakar 2, Kermassar, Pikine et Guédiawaye, et Dakar 3, les clubs du département de Rufisque. Pour le championnat senior, nous avons définir en fait des poules de telle sorte que les équipes puissent jouer plus de matchs, que ce soit les seniors, que ce soit la petite catégorie. Et on a fait de telle sorte que pour la phase de montée, de faire des allers-retours, de permettre aux clubs par exemple qui ont la chance de monter, de faire 2 matchs au lieu de jouer un match, ce qui se faisait avant. Et je pense que ça va permettre aux clubs d'avoir plus de chance de pouvoir monter en national. 86 équipes seniors, 120 équipes juniors et un nombre d'équipes cadettes encore à déterminer rivaliseront pour désigner les champions de chaque catégorie avec des mises importantes. Une première dans l'histoire du championnat. Et c'est pour ça, avec le commerce, on a misé sur le championnat de telle sorte qu'on fait des mises de 3 millions en seniors pour celui qui remporte le championnat et 2 millions pour celui qui est pour les finalistes et 1 million pour les demi-finalistes. Ça, c'est le championnat senior. Et parallèlement aussi, le championnat junior, on a misé 2 millions pour le vainqueur et 1 million pour le finaliste. Et 500 000 pour les demi-finalistes. Parallèlement aussi, pour les cadets, on a misé 1 million pour le vainqueur et 500 000 pour le finaliste. Des subventions et partenariats sont attendus pour accompagner la Ligue à atteindre ses objectifs. Une bonne campagne de communication incluant des retransmissions en direct est également prévue pour faire de Dakar le moteur du football sénégalais. De l'intox autour du putsch manqué au Bénin, aux avancées du M23 en République démocratique du Congo, passons par un drame à Fès, la montée des tensions en Asie du Sud-Est et les prises de position de Zelensky. L'actualité internationale de ce mercredi a été marquée par une série d'événements déterminants. Tour d'horizon signé Panda Bouya Diop. Au Bénin, la tentative de coup d'État manqué du 7 décembre a donné lieu à une vague d'intox. Des comptes proches de l'Alliance des États du Sahel ont relayé de fausses images pour faire croire au succès du putsch, dont une vidéo présentée comme tournée à Cotonou, mais filmée en réalité à Nairobi lors d'une manifestation en octobre 2025. En RDC, la situation sécuritaire s'est à nouveau tendue. Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont fait une percée jusqu'à la ville d'Uvira. Face à la proximité des combats avec Bujumbura, le Burundi a immédiatement fermé sa frontière. Au Maroc, la ville de Fès a été frappée par un drame. L'effondrement de 2 immeubles a causé la mort d'au moins 22 personnes et fait 16 blessés selon les autorités locales. En Asie du Sud-Est, les tensions montent entre la Thaïlande et le Cambodge. Les échanges de tirs se sont intensifiés, chaque pays accusant l'autre de viser des zones civiles, tandis que Bangkok promet de poursuivre ses opérations militaires. Enfin, en Ukraine, Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à organiser des élections dès que les conditions de sécurité le permettront. Répondant ainsi aux critiques de Donald Trump, le président ukrainien a également annoncé qu'il présentera aux États-Unis une version révisée du plan de paix visant à mettre fin au conflit avec Moscou. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. L'information revient à 23h pour la dernière édition. Bonne soirée à tous. À tout à l'heure.